Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Chaos en France, plus qu'une grogne sociale. Le mouvement Bloquons tout d'hier s'est avéré être un véritable baromètre, voire un signal d'une guérilla sociale à venir et une mise en cause de ce que la presse internationale a de façon unanime appelé le système incarné par Emmanuel Macron, le président français qui a nommé l'ancien ministre des Armées Premier ministre dans une relative indifférence d'ailleurs et aux antipodes de la rupture, la vraie, réclamée par les Français, annonçant une nouvelle étape dans la crise politique et institutionnelle qui frappe ce pays. Hier, et dans un chaos organisé dans presque l'ensemble du territoire français, jusqu'à 250 000 personnes se sont mobilisées face à 80 000 policiers et gendarmes. La paralysie totale n'a pas eu lieu, mais partout des heurts, des blocages et des arrestations, près de 700 ont ponctué la journée de ce 10 septembre qui, selon la CGT, la Confédération Générale du Travail, incarne désormais l'exaspération sociale du pays face à la stratégie de passage en force permanent du président de la République et du patronat. On en parle ce soir avec nos consultants et notre invité, Sami Kaïdi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Mohamed Achir, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous également. Et puis en direct depuis Paris, Gamal Abina, journaliste spécialisé dans les questions internationales. Bonsoir Gamal, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation à nouveau. Merci à vous de l'avoir accepté. On va commencer avec vous, Sami. On va revenir donc sur ce 10 septembre et le détail de ce qui a donc ponctué cette mobilisation extraordinaire à travers tout le territoire français. Alors comme vous l'avez dit, c'est un mouvement exceptionnel qui a touché l'ensemble du territoire français et qui a débuté avec des appels sur les réseaux sociaux. Et c'est en cela que de nombreux experts parlent d'une proximité avec le mouvement des Gilets jaunes qui s'est déroulé en novembre 2018 et qui a duré plusieurs mois. Vous l'avez bien rappelé, selon la CGT, plus de 250 000 personnes se sont rassemblées et ont fait face à 80 000 policiers. Il y a eu environ 675 interpellations et 549 personnes gardées à vue. La journée a été émaillée par de nombreux incidents, des tensions, mais aussi la participation de nombreux hommes et femmes politiques de tous bords, notamment de la gauche française. On peut citer Madame Tondelier, des écologistes, des personnages aussi de l'extrême gauche française, oui. Et également le secrétaire général du Parti socialiste qui appelle également à une mobilisation pour le 18 septembre prochain. Oui. Mobilisation qui va rassembler une partie plus importante de la population française, car plusieurs syndicats appellent aussi à se mobiliser. Il faut rappeler que le mouvement Bloquons tout a également été très suivi au niveau des aéroports, avec une grève des contrôleurs aériens, une grève de la SNCF, et ce qui revient en toile de fond, c'est les inégalités sociales et une volonté de la population française d'appeler aussi, somme toute, à plus de justice sociale, d'autant plus que depuis 2017, les inégalités se creusent. Oui. Et d'ailleurs, il y a un chiffre qui parle de lui-même, c'est que les 500 fortunes françaises ont multiplié par 4 leurs capitaux depuis 2017. Donc depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. À la tête du pays. Voilà. Et ce qui est aussi important de dire, c'est que cette situation socio-économique qui inquiète de plus en plus, inquiète également les marchés, avec Fitch qui réfléchit à dégrader la note de la France dès demain vendredi. Donc on peut dire que la France vit une situation politique mais également économique très incertaine. Peut-être la pire de son histoire moderne d'ailleurs. Tout à fait, car il faut rappeler que depuis 2017, il y a eu pas moins de 5 chefs de gouvernement qui se sont succédés. C'est un record pour la 5e République. Tout à fait. On va demander son avis à Gamal Abina. Justement, est-ce que cette journée de mobilisation, qui on l'a dit, a vu la présence de près de 250 000 personnes selon la CGT, est-ce que cette journée a réussi, même si le ministre de l'Intérieur, le ministre sortant, affirme que c'est une mobilisation avortée puisque le blocage annoncé n'a pas eu lieu? Oui, c'est une victoire à la Pyrrhus de son point de vue, puisqu'il prétend que ce n'est pas une réussite. En réalité, c'est une réussite pour 2 raisons. La première,
c'est la plus importante, un gouvernement est tombé par anticipation, 2 jours avant l'événement, dans l'espoir de faire avorter l'événement. La seconde, et c'est pas rien non plus, c'est une mobilisation populaire, et non pas une mobilisation d'instances nationales, que ce soit syndicalistes ou de partis politiques. Donc on est sur une mobilisation spontanée, populaire, dans laquelle les partis et les syndicats ont tenté effectivement de rentrer. Parce que la fronde sociale est montée en force, indépendamment de la rentrée sociale, parce que le ras-le-bol généralisé de la population française vis-à-vis de ces oukas permanentes, les 49.3 qui tombent du ciel, posent problème parce qu'effectivement la France ne fait que reculer économiquement, et ça vient d'être évoqué. Il semblerait que vendredi elle soit dégradée. Conséquence directe d'une dégradation de la notation française, c'est que l'accès au crédit devient plus cher. C'est ça le principe. Quand on dégrade la note d'un État, et bien quand il va demander de l'argent pour se faire financer ses budgets, et bien le crédit est plus cher, le taux d'intérêt augmente. Tout cela crée des conditions délétères, mais quand M. Retailleau, qui est sortant, comme vous le dites, prétend qu'il a réussi à empêcher le blocage, c'est complètement ridicule. L'objectif, c'était pas le blocage seulement, c'est de montrer une présence massive de la population sur toute la France, à Rennes, en Bretagne, à Paris, où il y a eu des échauffourées. Un mouvement très suivi, en vérité, à 250 000 personnes, conséquence de ce qui s'est passé avant, c'était les Gilets jaunes. Il faut voir quand même que les conditions étaient réunies pour que ça ne marche pas. Les Gilets jaunes avaient été effectivement à temps 200 000 au maximum au temps fort de la révolte, et ils ont été réprimés par la force. Donc les nouveaux manifestants qui arrivent, dont il y a l'agrégat de Gilets jaunes, de chômeurs, de gens en difficulté, de gens inquiets, de gens syndicalisés, de politiques, on les a vus aussi, eh bien ces gens-là avaient à l'esprit l'idée de recevoir une véritable réponse policière importante, 80 000 personnels de force de l'ordre qui étaient déployés sur le territoire, ce qui veut dire en gros un personnel de la police pour 4 manifestants, c'est ça la proportion, le prorata, c'est énorme. Eh bien, ça dit des choses, c'est-à-dire qu'en dépit de la peur, en dépit des pressions policières, en dépit d'une rentrée qui commence tout juste, le 10 septembre, c'est très récent, en dépit de la pluie, il faut pas oublier que les conditions climatiques n'étaient pas bonnes, eh bien, il y a une manifestation massive pour un premier rendez-vous. Pour moi, ça n'est pas du tout un échec, même si le blocage n'a pas eu lieu comme l'espéraient effectivement les manifestants, mais des blocages ont eu lieu. C'est surtout une vraie réussite d'une mobilisation populaire spontanée qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui a fait peur à un gouvernement. Des blocages importants, effectivement. Mohamed Achir, ce mouvement est donc, on l'a dit, né sur les réseaux sociaux, sans leader, sans meneur identifié. Les syndicats devraient donc s'y joindre le 18 septembre prochain. Est-ce que vous voyez ce mouvement comme pouvant s'inscrire dans la durée, justement, et faire mieux que les Gilets jaunes, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de cette logique de revendication? Oui, c'est fort probable que ce mouvement prenne plus de temps et va se durcir aussi sur le terrain et peut-être même va se radicaliser parce que les problèmes ils sont structurels. Ça vient quand même d'une crise sociale, d'une crise aussi de légitimité politique actuellement en France. Donc il y a une conjugaison de plusieurs facteurs. Donc on est face à une crise multidimensionnelle qui s'est répercutée négativement sur la stabilité sociale. Et c'est pour cette raison qu'il y a ces mouvements populaires qui revendiquent le changement et qui revendiquent aussi plus de justice sociale, plus de pouvoir d'achat. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce mouvement puisse s'inscrire dans la durée? Oui, parce qu'il y a une situation... Parce qu'il n'y a plus de solution. Non, il y a une situation de blocage des revendications sont inaudibles. C'est-à-dire, autrement dit, il y a même un fossé maintenant entre le peuple français et les institutions qui le représentent. Déjà, il y a une crise parlementaire, il faut le dire, parce que même le Parlement n'arrive pas à s'entendre sur une majorité et sur un gouvernement. Donc il y a une crise institutionnelle. Il y a une crise de légitimité aussi. Et puis il y a ce fossé qui se creuse davantage entre les revendications populaires et les politiques français, ou bien les politiciens français, et même le gouvernement et la présidence française, le président en l'occurrence. Donc, c'est-à-dire tous ces facteurs ont fait que ce qu'on appelle les instruments de médiation, ou bien les institutions de médiation telles que les partis politiques, les syndicats, même y compris les syndicats, et le Parlement, au sens général, comme premier représentant de la voix populaire, sont devenus pratiquement obsolètes. Ils sont inopérants, y compris le gouvernement. Donc là, c'est la rue qui prend le relais.
Donc c'est des mouvements sociaux et c'est pour cette raison qu'il y a des risques de radicalisation et de violence. Et puis ça vient aussi naturellement d'un marasme économique, social et politique. Ouais. Sami Kaidi, le slogan bloquons tout s'est transformé en des appels à la démission du président Macron au fil donc de la journée. Aujourd'hui, le président français est finalement peut-être l'incarnation de ce blocage institutionnel, politique et économique dont parle Mohamed Hachir. Oui, car il apparaît en dernière instance comme étant le responsable d'une série de déceptions pour le peuple français sur le plan tant économique, sur le plan institutionnel. Et là, après la chute de nombreux gouvernements français, le président français n'a plus de fusible, si je puis dire. Et il apparaît en première ligne. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'ensemble des conditions qui ont précédé la chute de la 4e République et l'avènement de la 5e République sont aujourd'hui réunies. Et d'ailleurs, de nombreux hommes politiques tels que Mélenchon, sur l'échiquier politique français, appellent d'ores et déjà à l'avènement d'une 6e République. Et effectivement, aujourd'hui, le président français est, de l'avis de nombreux Français, responsable d'une situation géopolitique déplorable avec la situation au Sahel, les relations de plus en plus compliquées avec notre pays, mais également les rapports avec la Russie, avec le Moyen-Orient. Par conséquent, tout cela s'ajoute aussi à une situation sociale de plus en plus précaire et également, comme je l'ai précédemment souligné, le fossé qui se creuse entre les plus riches et les plus pauvres en France. D'ailleurs, parler de cadeaux fiscaux qui caractérise aujourd'hui la présidence d'Emmanuel Macron. C'est ce qui caractérise la politique actuelle d'Emmanuel Macron et qui finalement s'illustre avec un chiffre assez parlant, c'est les boucliers fiscaux pour les plus riches qui s'élèvent à 62 milliards de dollars depuis 2017. C'est énorme. Justement, alors Gamel Abina, Sami Kaidi nous parlait du passage de la 4e à la 5e République. On peut même remonter un peu plus loin. Ce que les manifestants appellent d'ailleurs le système Macron, c'est justement ces mesures d'austérité sur le dos des moyennes et petites bourses, en prenant garde d'épargner les plus riches, donnant cette image de classe politique déconnectée de la réalité des Français. Est-ce que tout cela ne rappelle pas finalement aussi les conditions qui étaient réunies avant la Révolution française en 1789, date de la fin de la monarchie en France, de la tenue de l'Assemblée constituante des tiers-États, et puis de la Déclaration des droits de l'homme, tous égaux devant la loi et devant les impôts aussi. Est-ce que vous faites ce parallèle vous-même ? Oui, on peut le faire. Il y a des éléments qui sont probants. On voit bien que c'est un peu depuis Mitterrand, d'ailleurs. Il faut rappeler que c'est Mitterrand qui a ouvert le bal. Une république un petit peu de royaume de France. Ça rappelle un peu ses privilèges, avec ses reproductions d'élites bourgeoises qui, entre elles, se refilent le pouvoir, avec l'incapacité pour un homme du peuple de se présenter à la tête de l'État, puisque on prétend que c'est une démocratie, mais il faut ça sans signature de leurs propres amis, qui sont tous du même sérail, tous venus des mêmes écoles, des mêmes instances, des mêmes systèmes, et qui se reproduisent entre eux. Ils ne laissent pas passer un homme du peuple, parce que l'homme du peuple, c'est quoi? C'est toujours un type qu'on ne peut pas maîtriser, qui connaît les misères sociales, qui sait qu'il faut changer les choses, qu'il faut des réformes, qu'il faut peut-être un peu plus appuyer sur les ponctions fiscales au niveau des riches, lever le pied sur les pauvres. Là, c'est pas ce qui se passe. On est dans un climat un petit peu, alors je dirais pas pré-révolutionnaire, parce qu'il faudrait un leader fort, il faudrait effectivement que les Français mangent plus à leur faim. C'est ce qui s'est passé par la Révolution française. Il faudrait vraiment une contestation très puissante qui soit le fruit effectivement d'un désespoir. On n'est pas encore au seuil du désespoir, on est au seuil vraiment d'une colère qui grossit, avec effectivement à chaque fois des mesures incroyables antisociales. Je prends un exemple très concret, par exemple, le dernier gouvernement de M. Fillon, de François Bayrou, oui. Avant de démissionner par peur, parce que c'est la peur qu'il avait partir. Qu'est-ce qu'il fait avant de partir? Vraiment un cadeau empoisonné. L'énergie a augmenté dans une proportion abyssale, le gaz, l'électricité évidemment, l'eau aussi mais moins, mais surtout le gaz et l'électricité. Il propose non seulement pas de baisser le prix de ces besoins énergétiques essentiels, non seulement il ne baisse pas le prix d'énergie qui ont augmenté dans des proportions énormes, mais en plus il y a rajouté dessus une TVA qui est passée de 5,5 à 20%.
C'est-à-dire 15% de plus d'augmentation sur des gens qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Donc tous ces éléments-là, effectivement, donnent le sentiment qu'on est dans un mouvement insurrectionnel qui va grossir, grandir et qui va peut-être coûter, qui sait, le gouvernement le sait déjà, mais Macron, parce que Macron a un problème. Il est déconnecté, vous l'avez dit. Il a une forme de mépris de classe qui est assez évident aujourd'hui. Il ne prend pas au sérieux sa population et s'autorise la veille, quand même, c'est pas rien, d'une manifestation nationale, à nommer un Lecornu de droite, encore une fois, comme si c'était la droite qui avait gagné, alors que la logique voudrait que ce soit la gauche. Gamel Abina, est-ce que c'est pas une provocation de plus, d'ailleurs, parce que Sébastien Lecornu n'a visiblement ni le profil pour faire face à une situation pareille, et aussi parce qu'il est de la majorité présidentielle, il faut le rappeler. Vous savez, il y a un truc qui revient souvent, c'est que les fusibles, c'est un système mitterrandien. Quand il avait du mal, il faisait sauter son Premier ministre. Ça a toujours été comme ça. Oui. Il a eu 6 chefs de gouvernement, Macron va dans cette direction, il va le battre d'ailleurs. Lecornu est juste un fusible provisoire parce qu'il espère faire passer son budget. Parce que son obsession à Macron, c'est les chiffres. C'est quasiment un sociopathe des chiffres. Il ne pense qu'aux chiffres, qu'au budget de l'État, qu'au rétablissement des comptes qu'il a lui-même largement contribué à détruire. Et donc aujourd'hui, Lecornu arrive avec une expérience très faible, moins de 40 ans, un personnage très, finalement, transparent et inintéressant et qui n'a pas de personnalité, un peu comme l'était Bayrou. C'est des personnages-là qui sont là pour passer le message de Macron. Le problème de Macron, c'est que le rapport de mépris classe est évident chez lui. Il y a beaucoup de mépris, hein, on le ressent. C'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de très intelligent, de subtil, de fort, de presque un génie de la finance, ce qu'il n'est pas. Et il est déconnecté parce qu'il a une volonté de déconnexion. Il considère que la France en bas ne l'intéresse pas, je parle d'un terme qui avait été utilisé avant, et il considère qu'il a raison sur tout. Donc il vous dira toujours oui, oui, si vous voulez, mais finalement, il n'en fera qu'à sa tête. Donc c'est vrai que c'est une provocation sans l'être. Dans sa tête, à Macron, il dit, je vais le placer, de toute façon ça passera. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont rien faire. Il a même dit lui-même, une fois, s'il y a un problème, venez me chercher. Le problème, c'est qu'à force de dire ça à une population française très échaudée, ils vont peut-être finir par un jour aller le chercher à l'Élysée. Et je pense qu'il devrait revoir sa copie et accepter sa défaite. Il a été défait 2 fois. Accepter que l'opposition, comme Mitterrand en 86 l'avait accepté, prenne les commandes de l'État parce que c'est plus à lui de diriger l'État français pour le coup. Oui. L'État intérieur, je veux dire. Mohamed Achir, alors une provocation de plus, cette nomination de Sébastien Lecornu. Et est-ce que c'est un gouvernement qui peut faire face encore une fois à une motion de censure? Effectivement, c'est-à-dire il y a l'entêtement de la part du président Macron, c'est-à-dire même s'il n'a pas gagné les élections législatives précédentes, oui. Mais il s'entête toujours en imposant des premiers ministres ou des chefs de gouvernement, c'est-à-dire qui ne sont pas issus du groupe majoritaire. Réellement, c'est la NFP qui a eu la majorité en tant que groupe. C'est-à-dire le nouveau Front populaire, ça lui est revenu de droit en quelque sorte, oui. de choisir un Premier ministre. Mais le président Macron a décidé autrement. Oui. Donc c'est pour cette raison que j'ai parlé tout à l'heure d'une crise de légitimité aussi. Oui. Et c'est pour cette raison aussi que même Sébastien Lecornu a très peu de chances de réunir une majorité au niveau du Parlement et de faire passer le budget et le programme de son gouvernement. Donc il y a toujours cette fragilité parce que d'abord c'est un Parlement fragmenté et puis il y a une crise de confiance aussi. La crise de confiance pratiquement elle est transversale et verticale. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors si Lecornu arrive tout de même à rassembler un gouvernement, à trouver un consensus pour la nomination d'un gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Une motion de censure, forcément, et le blocage, et ensuite une nouvelle dissolution du Parlement? Oui, c'est possible. C'est possible, hein, c'est un scénario fort probable. Déjà, il y a la France Insoumise déjà, qui a déposé aussi une motion de censure, hein, qui est signée par plus de 80 députés de la France Insoumise. Et donc déjà, il y a ce test. C'est vrai que maintenant, Lecornu va essayer de faire un peu des calculs politiques et des manœuvres consistant à diviser un peu le nouveau Front
populaire. Ça a été déjà fait d'ailleurs oui, c'est un avec Bayrou. Mais maintenant, ils veulent se rapprocher davantage des socialistes, c'est-à-dire du Parti socialiste, pour les convaincre à composer avec le gouvernement de Sébastien Lecornu. C'est fort probable aussi. Certains analystes français donc, avancent cette hypothèse que le PS va composer, parce que le PS aussi, il est dans des petits calculs. Il peut pas, c'est-à-dire, il peut pas soutenir l'option de la dissolution du Parlement pour ne pas perdre aussi des députés. Parce que les 60 députés qu'elle a eus lors de l'élection précédente, il les a eus grâce à l'alliance du Nouveau Front Populaire. Donc elle a joué un peu l'égoïsme et puis elle a agité avec la droite et maintenant il est aussi en crise de légitimité vis-à-vis de son électorat politique. Donc il y a ces calculs. En tout cas, rien n'est gagné actuellement, ni pour l'opposition, ni pour le président Macron avec son nouveau. Elle est multiforme au sein du Parlement. Tout à fait, on est dans une situation carrément de blocage. C'est du blocage, c'est une crise multidimensionnelle et c'est ça qui va faire encore, c'est-à-dire monter la rue et les manifestations populaires. Faire grossir la pression aussi. Alors, Sami Kaïdi, le gouvernement Bayrou, on disait, est tombé sur un plan budgétaire intenable avec des mesures d'austérité douloureuses pour les masses populaires, alors que la réforme sur, on le sait, sur les retraites était déjà une mesure massivement rejetée. Et qui avait été adopté avec l'article 49.3. De quoi il s'agit réellement? Il s'agit réellement d'une situation de forcing, car on voit que le 49.3 ne correspond pas finalement à des valeurs démocratiques. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est que ce passage en force correspond à une volonté d'imposer au peuple français une coupe budgétaire estimée à 44 milliards de dollars. C'est le plan Bayrou. C'est le plan Bayrou, exactement. Le plan d'austérité Bayrou qui correspond à une dernière tentative de ramener les voyants au vert, car les voyants sont effectivement au rouge. Il faut rappeler que le déficit budgétaire, on va parler un peu de macroéconomie, le déficit budgétaire dépasse les 5%, il est à 5,8%, tandis que la dette, elle s'élève à plus de 114%, soit une dette extérieure de 3 350 milliards de dollars. Donc on voit bien la situation dramatique. Et le plan Bayrou voulait ramener ce déficit budgétaire à 3% d'ici 2029. Mais cela passe effectivement avec beaucoup de casse, car était prévu par le plan d'austérité Bayrou la suppression de la 5e semaine de congés payés, la suppression de 2 jours fériés, la suppression des 35 heures par semaine et également des mesures fiscales. Et des mesures fiscales désavantageuses et une attaque aussi dans le domaine de la santé avec finalement une diminution des remboursements et la nomination du gouvernement Lecornu est quand même assez cocasse, si je puis dire, car en fait c'est un peu le changement dans la continuité ou la continuité dans le changement. Oui. Lui qui parle de rupture d'ailleurs, voilà, parlé de rupture lors de son Lecornu est connu pour être un des fidèles sergents, si je puis dire, et disciple du macronisme, de cette idéologie macroniste. Et aujourd'hui, ça ne convainc pas les gens, car selon un dernier sondage publié par le quotidien Le Figaro, 69% des Français estiment qu'ils ne correspondent pas à leurs attentes et 56% des Français ont une image négative de M. Lecornu. C'est peu de le dire, effectivement. Je reviens à vous, Mohamed Hached, parce que d'accord, le plan d'austérité de Bayrou est très certainement exagéré, surtout pour les petites bourses, les moyennes bourses aussi, qui souffrent déjà d'un climat inflationniste. Mais Bayrou lui-même a évoqué les taux d'intérêt forts sur la dette. Et comment le futur Premier ministre, donc Sébastien Lecornu, qui hérite donc de cette situation, peut juguler finalement cette dette? Oui, le Premier ministre n'a pas de marge de manœuvre pour régler d'abord le problème de l'endettement. D'une part, appliquer une politique d'austérité, donc il aura en face un front
populaire, donc un front social, et faire dans la réduction encore des dépenses publiques. Donc la situation en France est déjà largement dégradée, surtout la question des services publics, y compris la santé. La santé, effectivement. Oui, si les hôpitaux ils sont dépourvus de moyens humains, matériels, etc. L'éducation aussi, il y a un déficit énorme en matière de recrutement des enseignants dans le système éducatif. Et pratiquement tous les services publics en France sont en déficit, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a de personnel. Effectivement, parce qu'il y a eu des coupures déjà qui ont été faites lors des avec des remplacements qui ne se font pas pour les départs en retraite. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une crise, c'est-à-dire économiquement structurelle. Et aujourd'hui, on pose même la question, c'est vrai qu'il y a un problème de justice sociale, de distribution, de redistribution, parce que les statistiques on le confirment. L'homme politique français Dominique de Villepin a avancé un chiffre aujourd'hui qui est très intéressant. Sur les 500 familles les plus riches en 2020, 5 ans après, on multiplié par 6 de richesse. Vous voyez un peu le fossé, c'est-à-dire la concentration de la richesse entre les mains d'une minorité. Et c'est pour cette raison que... c'est pour ça qu'on parle d'un système du président Macron. Oui, c'est quelque chose qui s'est organisé au fil de ces 2 mandats. Vous savez qu'en 2017, quand Macron a été élu, on l'a qualifié de l'élu de la finance. C'était l'élu de la finance, donc on connaît les réseaux de la finance et des banques, c'est-à-dire le lobbying qui était derrière. Donc, et puis, il n'a fait qu'appliquer en quelque sorte une politique avantageuse. C'est vrai qu'ils avancent un autre argument, voilà, c'est on taxe davantage nos patrons, le capital, le CAC 40, etc., les riches, donc ils vont fuir la France, s'installer ailleurs. C'est un argument, aussi. Mais dans la réalité, c'est fou, parce que l'échec réellement de la politique de Macron est dans l'offre, c'est-à-dire il a adopté dès son premier mandat d'ailleurs une politique de relance par l'offre, c'est-à-dire l'investissement, la production, etc. Mais en fin de compte, l'offre est stagnée. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France, elle a un double problème. Le problème de la taille du gâteau, donc il faut augmenter la taille du gâteau, de la richesse, et le problème de la répartition du gâteau, c'est-à-dire la justice. Les deux sont en panne en termes de distribution de la richesse créée et en termes d'augmentation de la richesse à distribuer. Donc voilà actuellement pourquoi la crise est complexe en France. Donc, n'importe quel Premier ministre n'aura pas de marge de manœuvre pour, c'est-à-dire réduire les 44... C'est inextricable cette situation, c'est ce que vous dites ce soir. C'est inextricable parce que la France s'est fait piéger. Vous savez, de 2020 à 2025, la France a augmenté sa dette de 800 milliards d'euros, alors qu'elle n'a créé que 400 milliards d'euros de richesse. Vous voyez un peu donc vous voyez un peu l'impasse. C'est l'impasse économique, c'est-à-dire la France s'endette mais sans créer de la richesse. Et aujourd'hui, le premier poste de dépense du budget de l'État français, c'est les services de la dette, plus de 65 milliards d'euros. C'est un budget plus important que le budget de l'éducation. Vous voyez un peu la situation. Donc une telle situation, donc conjuguée à l'absence d'un consensus politique, que ce soit au niveau du Parlement, donc, ou bien au niveau du gouvernement, donc rend la situation beaucoup plus complexe, effectivement. Donc c'est pour cette raison, certains, bien sûr, que ce soit certains politiciens ou même les économistes proposent un changement de paradigme carrément, pour changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, donc la France sera obligée un peu c'est-à-dire de revoir sa politique dans l'espace de l'Union européenne, avec la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et donc, c'est-à-dire, concrètement, vous voulez dire quoi? Concrètement, donc, la France peut adopter une autre politique. Une politique de demande, par exemple, des réformes structurelles à très long terme. Alors, mais un peu à l'exemple de ce qu'a vécu la Grèce, par exemple? Oui. Oui, la Grèce est passée par là. Est passée par là, mais l'Italie aussi. Mais l'Italie, elle a pu s'en sortir grâce à la croissance économique. Donc, elle crée de la richesse. L'Espagne, elle est à 2,8% pratiquement de taux de croissance. Donc, elle a créé de la richesse, donc elle a su rembourser sa dette. Mais maintenant, les politiques de l'offre aussi, qui sont appliquées par la BCE, la Banque Centrale Européenne, pénalisent un peu les politiques de demande. C'est-à-dire, si la France veut
sortir avec une politique de demande, donc il aura toujours c'est-à-dire un peu les restrictions de la BCE. Donc même le système européen, de l'Union européenne... C'est un système de sauvetage en principe. Normalement, mais c'est un frein actuellement aussi. Oui. Donc il continue à s'endetter, certes, avec une couverture de la BCE et peut-être prochainement avec la couverture du FMI. Certains le disent, hein, le ministre de l'économie... La France pourrait arriver une déclaration à emprunter auprès du ministre FMI. de l'économie et des finances. Oui. Il dit qu'on pourrait se retrouver, sur conditionnel, on pourrait se retrouver sous tutelle du FMI. Donc, littéralement. Oui. On va poser la question aussi à Gamal Abina, puisque le taux d'intérêt à 10 ans de la France, les taux d'intérêt ont dépassé ceux de la Grèce, signe qu'aux yeux des investisseurs, la Grèce devient un emprunteur plus sûr que l'Hexagone. Ce sont les mots de François Bayrou avant que son gouvernement ne tombe. Si le budget 2026 est bloqué, dit-il, qu'est-ce qui va se passer justement selon vous, Gamal Abina, puisque Mohamed Haché nous parle d'une situation complètement indébloquable, si je puis dire. Le pari de M. Macron, c'était la politique de l'offre. Effectivement, faire des cadeaux fiscaux pour encourager les entreprises à investir et surtout à faire de la croissance et à créer de l'emploi. C'est un échec. Les entreprises ont profité de l'argent qui est arrivé, des réductions fiscales, et en ont profité à telle enseigne que finalement elles se sont enrichies dans les proportions abyssales. De x4, x6, les plus grandes fortunes, dont une française qui dépasse de loin les fortunes américaines, ont émergé à la faveur à la fois des crises économiques et des crises effectivement du Covid, et en même temps des cadeaux fiscaux proposés par la France. Donc la politique de l'offre est un échec. La politique de la demande serait une solution, mais manifestement M. Macron, qui est un ultralibéral, ne s'intéresse pas à cela, parce qu'il parle toujours aux grands et pas aux petits. Donc la problématique aujourd'hui, c'est quoi? Ça a été dit très bien dit par votre intervenant, c'est qu'il aurait fallu, il faudrait en vérité, d'abord réduire la pression sur les comptes de l'État, puisqu'effectivement le troisième poste de l'État, c'est le service de la dette, donc on paye l'intérêt de la dette, on ne paye pas le capital, hein. On paye juste l'intérêt, 65 milliards, ce qui est monumental, vous vous rendez compte, c'est que l'intérêt, c'est de la perte d'argent qui aurait pu être utilisée à autre chose, en investissement productif, donc de création de richesse. Et ça a été dit très justement à l'instant, il aurait fallu augmenter la taille du gâteau. Donc la taille de la production industrielle, de la production des entreprises et des services, pour faire en sorte que plus le gâteau grossit, plus les recettes fiscales grossissent mécaniquement, puisque plus il y a de richesses, comme c'est le cas en Allemagne ou en Italie qui a su le faire, ou en Espagne, mais la France n'a pas su le faire. Elle n'a pas augmenté les capacités industrielles, elle n'a même pas été capable de réindustrialiser, alors que Macron l'avait promis, après le Covid. Ils se sont rendus compte que ça n'avait plus fabriquer de mouchoirs et encore moins de masques, donc c'est dire un peu le niveau de dégradation de l'économie française, qui se base essentiellement sur le tourisme maintenant, sur l'industrie militaire et sur le luxe. Et comme par hasard, une des plus grandes fortunes de France s'est faite dans le luxe. Donc ça dit des choses. Aujourd'hui, l'échec est largement consommé. Le Mozart de la finance ne sait manifestement pas jouer une seule partition, puisqu'il se trompe partout, et il s'entête dans sa politique de l'offre. C'est un échec patenté. Alors le risque d'aller au FMI et à la Banque mondiale, j'y crois moyen, parce que malheureusement, c'est comme ça. Les grands, les géants économiques, même si la France a baissé, restent des gens à qui on croit en la signature. On pense qu'ils continueront à rembourser. On pense que les taux d'intérêt seront remboursés. Comment? Alors justement, comment ils seront remboursés? Vous dites que la France n'ira pas au FMI. Comment va-t-elle juguler cette situation en attendant? Alors juguler, je pense qu'aujourd'hui le pari de la dette, c'est une logique un peu bête parce qu'on confond la dette productive et improductive. Là, c'est de l'endettement pour boucler des comptes d'État. C'est pas pour produire de la richesse. C'est pour faire en sorte que la France, qui vit au-dessus de ses moyens, rappelons-le, ce pays vit au-dessus de ses moyens. Il dépense plus que ce qu'il ne fait entrer de recettes fiscales. Eh bien, on parie sur le fait qu'ils continueront à prêter à la France et que cette dette deviendra une monnaie d'échange. On va monnayer la dette, un peu comme la crise argentine, où les Argentins étaient au bord du gouffre en 90, et où le monde entier s'est précipité au chevet de l'Argentine pour reprofiler, pour rééchelonner la dette argentine. C'est un peu le pari que les Français font. Et l'autre aspect qui est beaucoup plus malsain, on peut parler de caractère malsain. Je rappelle, et je vis en France aussi, que les Français n'ont pas réclamé cette dette. La gestion a été ratée par Mitterrand, pour commencer, qui a ouvert le bal, et depuis, tous les présidents français se sont succédés en augmentant la dette. Eh bien, ils font pression sur la France, sur les Français, sur les petits porteurs d'argent, pas les riches, pour essayer de juguler la dette, pour essayer de récupérer de l'argent dans les bas de laine des Français, puisque maintenant on veut toucher effectivement leurs réserves d'argent, on veut toucher leur épargne. Mais là où Macron a fauté, et de façon très grave, c'est là où on voit qu'il y a une sorte un peu de mentalité un petit peu versaillaise, et c'est là où il y a un risque pour lui, c'est qu'il ponctionne les pauvres. Oui, d'accord, il y a beaucoup de pauvres, donc plus d'argent à prendre. Mais il s'interdit
de rétablir l'ISF, par exemple. Il s'interdit de ponctionner les riches. Il part d'un principe que le riche, soi-disant, et là c'est un mensonge, c'était bien dit tout à l'heure, partirait si jamais on le touchait. C'est pas vrai. Je veux dire, un LVMH, sa richesse essentiellement est créée en France. Les grands distributeurs dans la grande distribution, ils ne vont pas partir de France. Leur richesse est fondée en France, la distribution se fait en France, les revenus sont faits en France. Donc il y a beaucoup de niches fiscales comme ça qui pourraient être touchées, et surtout ils ne touchent pas aux évasions fiscales. C'est-à-dire qu'ils touchent que sur les petits, ils tapent que sur les pauvres, que les plus fragiles. Et pire encore, la propagande dit quoi? Qu'il y a des gens qui profitent des services de l'État, des services sociaux. Par contre, on ne fait pas attention à ceux qui profitent largement de ce qu'on appelle la défiscalisation, des avantages fiscaux accordés, parce qu'ils ont très bons avocats qui savent comment optimiser la réduction fiscale, comment faire en sorte de placer des produits à droite à gauche, comment faire en sorte de créer des pertes sur les comptes artificiels, en faisant beaucoup d'investissements, soi-disant. Ça permet effectivement d'échapper à l'impôt. Mais la problématique, c'est de dire aux riches, vous ne serez pas touchés, et aux pauvres, vous allez être ponctionnés, et vous allez faire beaucoup d'efforts. Bien là, les Français l'ont très bien compris, et aujourd'hui, Macron, qui est le président des riches, finalement, Macron, qui est le président, non pas des pauvres, mais vraiment des riches et des ultra-riches, qui les a favorisés, qui a créé des fortunes considérables en France, eh bien, est vu maintenant comme un ennemi du peuple de France. Et ces ministres, certains d'entre eux, on est heureux de savoir que Retailleau devrait partir, ont fragilisé la position française, parce qu'en plus, en Afrique, c'est catastrophique. Et en plus, ils affrontent. Comment ? Il pourrait être reconduit dans le gouvernement de Lecornu. Alors déjà, c'est très inquiétant d'avoir Lecornu, parce que c'est quand même l'ancien ministre des Armées très proche de Macron. Mais si lui est reconduit, ça va donner un signe très négatif. Parce que je rappelle, et c'est là où je vais quand même le dénoncer, que cet homme aux commandes a créé des tensions considérables contre l'Algérie. C'était un petit peu sa lubie pour essayer de tourner l'attention, mais qu'il oubliait que 6000 opérateurs français évoluent en Algérie, et donc autant de milliers de familles qui pourraient être impactées, ce qui veut dire que cet homme n'aimait pas sa population. Parce que quand on aime les entreprises françaises, quand on a à cœur le bien-être de la population, quand on a à cœur le bien-être des entrepreneurs français, on ne cherche pas la confrontation avec d'autres pays, on cherche plutôt la conciliation. Donc tout ça, c'est des points de croissance qui sautent pour les Français. Ils avaient un marché considérable en Afrique qu'ils auraient pu développer en étant respectueux, bien évidemment. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, et le pays est en train littéralement de s'effondrer économiquement parce qu'ils cherchent à faire pression sur les pauvres, parce qu'ils veulent épargner les riches, et parce qu'ils trouvent des arguments fallacieux pour dire ne touchons pas aux riches. Oui, pour Retailleau, on a bien vu qu'en définitive, le président français a finalement soutenu les positions extrêmes de son ministre de l'Intérieur. Donc c'est pour ça qu'on peut éventuellement imaginer sa reconduite dans le prochain gouvernement de Sébastien Lecornu. Oui, on peut l'imaginer, mais moi je pense que c'est de la surenchère. Je ne suis pas sûr de ça. Pardon ? Vous dites ? Est-ce que vous avez entendu la question ? Non, je n'ai pas entendu la fin de la question, vous disiez. Alors, je disais que finalement, le président français avait soutenu les positions radicales de son ministre de l'Intérieur, donc ce n'est pas du tout inimaginable de le voir reconduit dans le gouvernement de Lecornu, d'autant qu'ils sont de la même famille politique. Alors, pas tout à fait la même famille, mais c'est vrai que les idées se rejoignent, parce que Macron est issu, soi-disant, du PS. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que Retailleau, quand il a fait la surenchère, Macron a joué la surenchère, oui. Mais c'est une façon malhabile de détourner l'attention. En vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, de toute façon, s'il est reconduit, c'est catastrophique, parce que Retailleau est vraiment un faiseur de tension. Mais puis en plus, il en est capable. On a vu ce qui se passe en France, c'est pas flamboyant en termes de sécurité. Mais j'ai envie de dire simplement, c'est que Macron a fait la surenchère parce qu'il a l'habitude d'exagérer aussi son jeu, et après de baisser un petit peu la garde et de calmer un peu le jeu. Donc je pense j'imagine, j'espère pour lui, qu'il ne reconduira pas Retailleau, parce que mettre un homme aussi peu conséquent au ministère de l'Intérieur, alors qu'il n'a fait que finalement son ministère était une catastrophe pendant les 2 mandats qu'il a exécutés, ça n'apportera pas grand-chose de bon. Et puis surtout, aujourd'hui, les Français attendent autre chose que les tensions avec l'Algérie, parce que clairement, la propagande anti-algérienne en France, elle ne prend que dans les médias et dans certains cercles d'extrême droite et de droite dure, en aucun cas sur la population qui a d'autres chats à fouetter, on peut le constater aujourd'hui. Sami Kaidi, on revient à vous. On va faire un petit peu le tour des réactions sur la presse internationale et les commenter donc ensemble. Il faut dire que la situation tant institutionnelle, politique et économique en France a fait les choux gras de la presse internationale et particulièrement de la presse européenne. Le quotidien italien, la Corriere della Sera, a parlé d'une France dans le chaos. Le journal aussi allemand Süddeutsche Zeitung parle également de journées chaotiques au pluriel à Paris, mais la presse également
bruxelloise, donc belge, parle également d'une situation catastrophique en France et titre avec mobilisation insondable, car selon ce journal, personne ne peut prévoir l'évolution de la situation en France. Oui, on parle d'un mouvement insondable, un mouvement impossible à prévoir. Voilà, insondable, imprévisible, qui n'est que à ses débuts. Et dans ce même sillage, le quotidien espagnol El Mundo titre sur le peuple et la rue en France qui est le troisième pouvoir. Et donc tout cela montre que la situation préoccupe tant ces pays, mais les gouvernements européens. Il faut dire aussi que dans ce sillage, le quotidien portugais Publico parle également de la chute du gouvernement Macron et dit que c'est 9 mois après la deuxième chute d'un gouvernement français, et donc souligne l'instabilité politique et institutionnelle qui prévaut actuellement en France. Alors, est-ce que vous imaginez la démission du président français si tout est bloqué, si le Parlement, si la rue est donc complètement occupée? Est-ce que vous imaginez que le président Macron puisse... Ce que l'on peut constater actuellement, c'est que le président français Emmanuel Macron est nu, il est aux premières loges, au final, de la contestation. Il est, pour la première fois, désigné. Et moi, j'observe aussi dans ce sillage que sur les réseaux sociaux... C'est la première fois, même dans le mouvement des Gilets jaunes, il n'était pas aussi exposé? Oui, parce que c'est un peu toujours progressif, mais là, c'est la personne de Macron où on appelle à la démission du président français, et une colère gronde, et la personne de Macron est de plus en plus visée. Et pour la première fois, elle est décriée, la figure. Et ce qui est intéressant, c'est la colère aussi qui gronde sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu amusé ces derniers jours à observer les réseaux sociaux, X, donc ex-Twitter, Facebook, mais également TikTok, etc. Et c'est un peu la même lame de fond qui ressort. C'est une série de rumeurs aussi, une série d'inquiétudes des Français. On parle aussi de sa volonté de se maintenir au pouvoir. Il y a des rumeurs par rapport à une éventuelle activation de l'article 16 de la Constitution française. C'est l'article qui prévoit les pleins pouvoirs. Et donc il y a une série de tensions qui se coagulent et qui se coalisent également. Et là, c'est inquiétant. Là, c'est inquiétant. Car avant, vous avez parlé de situations pré-insurrectionnelles ou de révolution, mais là, on observe que sur le plan de la sociologie politique, qu'il y a un véritable agrégat qui se coalise, la classe moyenne, une certaine partie de la bourgeoisie française également qui est de plus en plus inquiète, les syndicats, les professeurs, les chômeurs, la précarité aussi, enfin les personnes en situation de précarité, tout cela commence à faire un front. Et d'ailleurs, c'est ce qui a attiré l'attention de la journaliste de la BBC à Paris, qui, dans son papier, note qu'elle avait observé de nombreux panneaux en solidarité avec les chômeurs, avec les personnes en situation de précarité. Et tout cela démontre, somme toute, qu'il y a quelque chose d'assez nouveau et qu'un vent de colère glaciale souffle sur Paris et le reste de la France. Oui, alors Mohamed Achir, on parle d'un mouvement insondable, mais qui pourrait dépasser même celui des Gilets jaunes qui avait mobilisé jusqu'à 3,5 millions de Français. C'est le deuxième mouvement de cette ampleur qui pourrait donc s'installer déjà avec cette date du 18 septembre. Vous voyez, est-ce que vous-même vous croyez à la démission du président français? Et si c'est le blocage total, comme on est en train de le dire depuis tout à l'heure, enfin en tout cas la possibilité que ce soit le blocage total au niveau du gouvernement, au niveau de la rue aussi, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que la Ve République peut tomber de cette manière-là? Est-ce que c'est exagéré de le dire aujourd'hui? Je pense que c'est des hypothèses, en quelque sorte, c'est des scénarios qu'on pourrait imaginer, mais en tout cas, le système français, le système politique, c'est un système semi-présidentiel. Donc, le président de la République, il a toujours des cartes en main qu'il peut opérationnaliser à tout moment.
Donc je pense qu'à une certaine situation de blocage ou de révolte, etc., donc Macron il peut dissoudre d'abord le Parlement. Il va gagner du temps encore, donc après ça sera 2027. Donc le tout c'est de gagner du temps pendant 2 ans. Macron est en train de gagner. Extrêmement risqué. Oui, justement. Selon les derniers sondages, s'il y a une dissolution actuellement, c'est catastrophique. Emmanuel Macron ouvre directement la porte à l'extrême droite et au Rassemblement national. Mais justement, le plus important pour actuellement l'État profond français aussi, hein, parce qu'il y a des institutions en France, il ne faut pas l'oublier. Hein, il n'y a pas que Macron, il n'y a pas que le Parlement. Donc il y a des institutions qui sont là. Donc ces institutions françaises, l'État profond, les vrais décideurs aussi ne veulent pas que la France bascule dans l'extrême droite. Il faut le dire, et surtout que Le Pen aussi. On n'en est plus très loin, Mohamed Hachel. On n'en est plus très loin là. Oui, mais une porte derrière, c'est l'extrême droite. Oui, d'accord, mais le contexte déjà, hein, c'est-à-dire il y a des soupçons aussi par rapport à Le Pen. Enfin, son mouvement, c'est-à-dire même cette proximité qu'elle avait avec la Russie, donc le contexte européen. La corruption. Oui, voilà, la question de la corruption. Donc je pense maintenant le repositionnement que Macron veut orchestrer, c'est de permettre à la droite d'arriver au pouvoir en 2027. Et c'est là où il est en train de négocier justement avec Rotaillot et plus. Donc le jeu est de barrer la route à la gauche, c'est ça? Oui, mais sinon, la gauche, il est affaibli. Et la France insoumise, il est catalogué comme un mouvement extrémiste. Mais la droite n'est pas en meilleure posture? Mais justement, c'est dans la droite qu'ils essaient de construire une alternative avec, bien sûr, c'est-à-dire l'aide de Macron directement. Parce que Macron, c'est vrai qu'il est issu d'un autre mouvement, un mouvement En Marche, etc., qui n'a pas d'assises réellement politiques, qui n'a pas d'ancrage. C'était comme une start-up qui n'a pas donné ses bons résultats en fin de cycle. Donc voilà, donc je pense, maintenant, en tout cas, l'enjeu, il est en quelque sorte comment se repositionner pour 2027. Et Macron, à mon avis, il va gérer cette situation jusqu'à la fin de son mandat. Et maintenant, vous le voyez comme ça? Oui. Moi, je vois qu'il y a une situation quand même qui est de plus en plus préoccupante pour la simple et bonne raison que il y a toujours eu une séparation une digue, si je puis dire, entre l'extrême droite et la droite. Et j'ai l'impression que cette digue a cédé et qu'elle est tombée et que concrètement, on observe de plus en plus d'alliances entre. Mais d'ailleurs, l'extrême droite a joué le jeu des macronistes au sein du Parlement. Elle a aidé à faire voter, à faire adopter des lois, même lorsqu'elle les décriait sur la presse nationale, elle les votait discrètement avec les macronistes. Oui, tout à fait. C'est cette digue dont vous parlez, justement. Voilà, mais même sur le plan idéologique, il y a quelques décennies, on parlait de l'eupénisation des esprits. On arrive, j'ai envie de dire, au bout de cette. Même les questions actuellement qui font un peu le consensus entre Macron et la droite, c'est la question de l'immigration. Oui, et on arrive au bout de cette. Il y a un discours contre l'immigration, la politique de l'offre sur le plan économique, c'est le même programme politique. Et puis la question de l'Ukraine, il y a plusieurs. Donc, et ça fait quand même une alliance. C'est vrai que ce n'est pas une alliance idéologique, mais c'est une alliance de circonstances et d'intérêt aussi. Mais le plus préoccupant dans ça, c'est que aujourd'hui, si un candidat français veut avoir une assise et remporter des élections, il est obligé de tenir des propos jugés islamophobes, jugés comme étant racistes, ou des propos ou taper sur l'Algérie et d'autres pays. Donc là, on voit qu'il y a quand même un basculement progressif. Et ils jouent dans le même bassin électoral. Oui, tout à fait. Et la multiplication, il faut voir aussi certaines figures. Il y a des figures de la droite française qui sont encore plus extrêmes que l'extrême droite. Et, on ne va pas citer des noms, mais voilà, ça fait... il y a toute une flopée de personnes qui affichent un discours de plus en plus extrémiste, réactionnaire et clairement raciste. On va donner la parole à Gamal Abina pour terminer. Votre avis donc, sur ce qu'on vient de développer, est-ce qu'on peut imaginer la démission du président Macron si les choses venaient à se bloquer complètement?
Non, pas du tout. Il ne démissionnera jamais parce qu'il y a beaucoup d'arrogance chez le personnage, parce qu'il se sent un destin national historique, parce qu'il est conseillé par Jacques Attali, qui conseillait lui-même Mitterrand. Et Mitterrand, à l'époque, disait en son temps, j'y suis, j'y reste. Quoi qu'il arrive, je ne bougerai pas. Macron l'a dit de façon un peu moins subtile en disant, venez me chercher à l'Élysée. Mais en vérité, non, il ne démissionnera pas. Après, les questions, effectivement, de l'alternance, ce que voudrait Macron, c'est qu'un homme de droite puisse occuper l'Élysée. Il y a une droite qui s'est salie, qui a fait alliance avec l'extrême droite, ou qui a des idées d'extrême droite qui existent réellement, incarnées par Retailleau et son mouvement. Puis il y a une droite normale, il ne faut pas l'oublier quand même, il y a une droite propre en France, qui est de Villepin. De Villepin, c'est une droite gaulliste, gaulo-chiraciste pour être très précis, et qui n'est pas du tout dans cette logique-là de propos racistes, outranciers, et d'une France qui se rabaisse à tomber dans les égouts de la politique racialisante et islamophobe. Il n'est pas du tout là-dedans. Donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est la montée de l'extrême droite. Alors évidemment, l'extrême droite, ne jamais oublier cela, parce que les Français l'oublient, n'est pas là pour aider les pauvres, ce n'est pas une extrême droite sociale, elle n'est pas pour les ouvriers, les paysans, c'est une extrême droite ultra-libérale. Dans l'extrême droite et dans toutes les extrêmes droites du monde, la chose qui revient toujours, c'est vous allez bosser, c'est l'économie qui doit l'emporter, ils sont des anti-étatistes vraiment convaincus, ils feraient en sorte que toutes les structures de l'État social soient dissipées au profit du privé en l'occurrence. Donc l'extrême droite est beaucoup plus dangereuse en économie que la droite ou même que le mouvement macroniste. Et cette extrême droite-là, elle fait semblant de jouer la carte des pauvres et des ouvriers parce qu'effectivement, il faut séduire la masse pour pouvoir les emmener dans les votes. Les nazis avaient fait la même chose en se faisant appeler nationaux-socialistes. Ils ont mis le mot socialiste pour faire croire qu'ils étaient sociaux, mais ils n'ont jamais été sociaux. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, on dissout les syndicats. Donc c'est une réalité de l'extrême droite et elle est dangereuse. Alors l'extrême droite démonétisée parce qu'effectivement, Marine Le Pen, cette voleuse que j'ai affrontée sur un plateau une fois et qui reprochait à l'immigration de voler les sacs à main, a volé avec son mouvement 4,5 millions d'euros à l'Europe. Europe qu'ils décriaient tant. Et donc, ils ont perdu un petit peu de leur superbe, mais malheureusement, dans ces temps où on met en avant des personnages insipides, très peu intelligents, peu cultivés, qui n'ont pas de solution économique, mais qui jouent la carte de la séduction comme Bardella, qui jouent la carte du TikToker, du qui a débarqué, un peu une sorte de nouveau star académie comme ça qui débarque avec une tête sympatoche, avec un discours détestable, mais qui passe physiquement, et bien il réussit à convaincre les Français, non pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il est. Dans son personnage qui a l'air d'être jeune, dynamique et qui veut le bien des Français dans le discours. Dans les faits, ils n'ont aucune solution économique. Leur obsession, c'est l'immigration. Ils ne répondent pas à la question de la problématique de l'endettement et ils n'en parleront jamais. Ils ne répondent pas à la question des déficits budgétaires. Ils ne répondent pas à la question du déficit commercial parce que la France s'enfonce dans l'économie parce que le commerce extérieur est négatif. Ils vendent beaucoup moins l'industrie que les Allemands qui font 1700 milliards d'excédents commerciaux. Donc la France est dans l'impasse budgétaire. On en parlait beaucoup dans les années 80 de l'impasse budgétaire, ne fait pas entrer assez d'argent et en dépense trop. Aujourd'hui, la vraie problématique pour les Français, c'est de savoir est-ce qu'ils vont accepter d'avoir un niveau de vie moins élevé que ce qu'ils ont actuellement, est-ce qu'ils vont accepter de travailler plus pour gagner moins, puisque c'est ça la problématique, et est-ce qu'ils vont accepter d'avoir un pouvoir d'extrême droite à la tête de l'État, qui a déjà existé, je le rappelle, parce qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand le pouvoir est pris par Vichy, eh bien, les gens qui sont au pouvoir, Philippe Pétain, Laval et j'en passe, sont tous d'extrême droite. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui va peut-être revenir. Et je ne parierai pas sur le fait d'un échec de l'extrême droite, parce qu'effectivement, beaucoup de Français aujourd'hui imaginent que finalement, on n'a jamais essayé l'extrême droite, il y a peut-être une solution. Après tout, ça a pu marcher avant. Pourquoi pas? Cette erreur leur sera fatale parce que l'extrême droite n'a pas de solution économique, mais par contre va taper très fort sur les plus faibles. Ce serait d'ailleurs le meilleur contexte pour justement essayer l'extrême droite et voir que finalement ils n'ont vraiment pas de solution, vraiment pas de programme économique solide. Merci Gamal Abina. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales. Merci à nos consultants. Sami Kaidi, merci beaucoup. C'est un plaisir de parler de vous. Merci également. Merci Mohamed Achir également pour les éclairages que vous nous avez apportés ce soir et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.